Imaginez un monde où le pouvoir n'était pas seulement détenu par les rois, mais chuchoté dans l'ombre. Un lieu où la loyauté s'achetait avec le destin et où les conseillers les plus proches d'un empereur n'étaient pas seulement ses généraux, mais ceux qui partageaient ses moments les plus intimes. Nous ne parlons pas aujourd'hui de concubines féminines, mais d'une vérité bien plus cachée. Une vérité qui remet en question notre compréhension même du fonctionnement réel des empires et de l'endroit où se trouve souvent leur véritable force. Au cœur opulent du puissant empire ottoman, des hommes aussi faisaient partie d'un système complexe et exigeant, conçu pour protéger une dynastie qui s'étendait sur des siècles. Ils servaient non pas avec des épées traditionnelles sur les champs de bataille, mais avec leur vie même, leurs identités souvent remodelées et redéfinies par leur rôle au sein du palais. Quels secrets terrifiants ces individus uniques gardaient-ils entre les murs anciens? Et quel était le coût véritable et inimaginable de leur dévotion ultime et inébranlable envers le sultan et sa famille? Si vous étiez né dans cet empire puissant et mystérieux, un lieu où des forces cachées guidaient souvent le destin de millions de personnes, rechercheriez-vous le pouvoir intense et dissimulé du palais? Ou la liberté imprévisible au-delà de ces murs imposants et impénétrables? Partagez vos pensées les plus profondes dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes prêt à découvrir d'autres des mystères les plus profonds de l'histoire et à éclairer ces coins oubliés du passé, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo dès maintenant. Votre soutien nous aide à redonner vie à ces histoires extraordinaires et souvent choquantes, afin que chacun puisse les explorer. Pendant près de 6 siècles glorieux et redoutables, l'Empire ottoman s'est dressé comme un colosse incontestable sur la scène mondiale. Ses vastes armées disciplinées ont marché victorieusement à travers les continents, revendiquant des terres et étendant son influence des déserts lointains aux vallées luxuriantes. Ces puissants dirigeants, connus sous le nom de sultans, imposaient un immense respect et une grande peur, leurs décisions façonnant les vies de millions de personnes à travers un paysage diversifié, des agriculteurs aux marchands. Cet empire formidable s'étendait avec une portée impressionnante. Des côtes ensoleillées de l'Afrique du Nord à travers le croissant fertile, jusqu'aux paysages accidentés de l'Europe de l'Est. Il dominait des routes commerciales vitales qui reliaient l'Orient et l'Occident, contrôlait des alliances politiques cruciales avec les États voisins et façonnait les destinées d'innombrables générations. Cette immense puissance a laissé une marque indélébile sur l'histoire humaine, créant un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Son ampleur et sa longévité remarquable témoignaient de sa force extraordinaire, de son organisation astucieuse et de sa capacité profonde à s'adapter et à perdurer à travers les époques changeantes. Pourtant, la véritable source de sa puissance durable et persistante se cachait souvent bien plus profondément que ses puissantes armées et sa formidable puissance militaire. Il existait un monde secret, un cœur battant au sein de l'Empire, largement invisible pour la plupart de la population. Ce royaume caché était absolument crucial pour la survie et le succès continu de l'Empire. Il façonnait le destin, entretenait une loyauté indéfectible et maintenait le pouvoir absolu du sultan d'une manière qu'aucune victoire sur le champ de bataille ni aucun traité diplomatique n'aurait jamais vraiment pu faire. C'était un lieu où les connexions humaines devenaient des outils d'État et où les désirs personnels étaient souvent sacrifiés pour le bien de la dynastie. Au plus profond des grands murs impressionnants du légendaire palais de Topkapi à Istanbul, ce monde secret, méticuleusement organisé, était soigneusement dissimulé. Il était connu sous le nom de harem impérial, un lieu fréquemment et profondément mal compris par les étrangers qui le voyaient souvent à travers une lentille étroite
et pleine de préjugés. C'était, en réalité, bien plus qu'un simple lieu conçu uniquement pour le plaisir personnel ou les désirs éphémères du sultan. C'était le centre nerveux le plus vital de l'Empire. Le harem était une institution hautement organisée et remarquablement sophistiquée, structurée avec une précision absolue et des règles strictes. Sa conception principale visait le contrôle complet et total de certains aspects cruciaux de la vie intime du sultan et, par extension, de l'avenir même du vaste empire qu'il commandait. Chaque personne en son sein avait un rôle très spécifique et immuable, un chemin prédéterminé à suivre. Chaque destin était tissé dans un silence absolu, loin des regards indiscrets du public et des bavardages incessants du peuple ordinaire à l'extérieur. À l'intérieur de ces murs anciens et épais, le choix personnel était un luxe rare, souvent un rêve impossible pour ceux qui y vivaient. Les futurs étaient décidés pour les habitants dès le moment où ils y entraient, avec peu ou pas de place pour les désirs individuels ou les aspirations personnelles. Chaque vie était une pièce soigneusement placée dans un puzzle plus vaste et complexe, méticuleusement ajustée pour servir le but supérieur de la dynastie et de son règne continu. Cette institution puissante et souvent impitoyable travaillait sans relâche, jour et nuit, pour protéger la famille vénérée du sultan et assurer la bonne continuation de la lignée royale, le fondement même de leur pouvoir. Elle opérait avec une efficacité et une discipline qui surprenaient souvent les observateurs étrangers, qui ne voyaient que luxe et indolence. Il contrôlait rigoureusement qui régnerait ensuite, s'assurant que seuls ceux jugés dignes et appropriés par le sultan actuel et, peut-être plus important encore, par sa mère influente, pouvaient espérer monter sur le trône. Ce système méticuleux était absolument vital pour maintenir la stabilité de l'Empire, empêchant le genre de luttes de succession ouvertes et sanglantes qui pouvaient déchirer un empire puissant de l'intérieur, conduisant souvent à la guerre civile et au chaos. Chaque mouvement, chaque geste subtil, chaque mot chuchoté discrètement dans les limites du harem portait une signification cachée, un message silencieux compris seulement par ceux qui vivaient à l'intérieur de sa toile complexe de pouvoir. Un doux sourire d'une femme puissante, un cadeau soigneusement choisi, ou même un regard fugace et significatif, pouvait signaler une grande faveur ou un danger imminent, influençant l'avenir même de l'Empire tout entier. Telles étaient encore les règles tacites d'un jeu dangereux et à enjeux élevés, joué quotidiennement par les femmes comme par les hommes. Dans ce monde secret et très exclusif vivaient des centaines de femmes, rassemblées de nombreuses terres différentes et de cultures diverses à travers la vaste étendue de l'Empire. Elles venaient des côtes ensoleillées de la Grèce, des terres anciennes des pays arabes, des montagnes accidentées du Caucase et des vastes régions slaves, souvent plus froides. Ces femmes étaient souvent amenées au harem par divers moyens, chacune avec sa propre histoire. Parfois, elles arrivaient comme captives de territoires conquis, leur vie à jamais altérée par les fortunes de la guerre, leur futur ne leur appartenant plus. D'autres fois, elles étaient présentées comme de précieux cadeaux, des offrandes aux puissants sultans de la part de gouverneurs loyaux ou de riches marchands, espérant obtenir des faveurs. Quelle que fût leur origine, leur nouvelle vie au harem commençait par une transformation complète, où leur identité passée était souvent abandonnée pour une nouvelle, définie par leur rôle au sein du palais. Ces femmes choisies n'étaient pas seulement belles. Elles étaient soigneusement sélectionnées pour leur intelligence, leur potentiel de développement et leurs talents spécifiques qui pouvaient bénéficier au sultan et au harem. À leur arrivée, elles suivaient une formation rigoureuse et étendue dans une multitude d'arts et de disciplines. Une éducation exigeante qui les préparait à leur vie unique au sein des murs du palais. Elles apprenaient les manières raffinées, l'étiquette de cour appropriée
et les nuances de la langue turque. Elles apprenaient à jouer de divers instruments de musique, des mélodies envoûtantes du oud au rythme complexe du kanoun, captivant les auditoires par leur habileté. On leur enseignait à composer de la poésie complexe, utilisant des vers pour exprimer des émotions ou transmettre des messages subtils. Elles apprenaient également à exécuter des danses gracieuses, non pas seulement pour un simple divertissement, mais souvent comme de puissants outils d'influence, conçus pour capter l'attention et l'affection du sultan, faisant sentir leur présence. Au-delà des arts de la scène, elle maîtrisait également le jeu dangereux et souvent mortel de la politique du palais. Une guerre silencieuse menée non pas par des conflits ouverts, mais par une perspicacité acérée, un charme subtil et une intelligence vive. Elles apprenaient à naviguer dans des hiérarchies sociales complexes, comprenant qui détenait le pouvoir et qui montait en grade. Elles découvraient comment former des alliances temporaires avec d'autres pour atteindre des objectifs communs, pour ensuite les dissoudre lorsqu'elles n'étaient plus utiles. Elles apprenaient à saper subtilement leurs rivaux, répandant soigneusement des rumeurs ou faisant des observations astucieuses. Le tout sans jamais élever la voix, ni faire un mouvement évident qui pourrait être rattaché à elles. Leur survie même dépendait souvent de leur capacité à exceller dans cet environnement complexe et impitoyable, où une seule erreur pouvait signifier l'exil ou pire. Chaque interaction était une manœuvre stratégique, une étape dans un jeu plus vaste. Leur beauté, bien que certainement appréciée et souvent captivante, n'était pas seulement quelque chose à simplement admirer. C'était souvent une arme puissante dans cette lutte tranquille mais féroce pour le pouvoir et l'influence. La beauté captivante d'une femme pouvait attirer le regard du sultan, attirant son attention et lui offrant une opportunité cruciale de gagner de l'influence au sein de son cercle intime. Cette attention initiale était sa chance d'assurer une position plus élevée et plus sûre au sein de la hiérarchie incroyablement complexe et souvent brutale du harem. Cette ascension dans les rangs du harem pouvait déterminer tout son avenir, lui offrant protection, richesse et influence non seulement pour elle-même, mais potentiellement pour ses enfants si elle donnait un fils au sultan. Une position élevée pouvait signifier une vie de confort et de respect, tandis que rester aux niveaux inférieurs pouvait signifier une vie de servitude et de vulnérabilité, perpétuellement à la merci des autres. Au sommet de cette structure cachée et complexe, dominant toutes les autres, se tenait la valide sultan, la mère vénérée et puissante du sultan en titre. Elle n'était pas simplement une figure de proue cérémonielle, comme les étrangers pouvaient le supposer, une reine-mère passive. Au lieu de cela, elle était souvent la femme la plus puissante du monde islamique entier, une véritable force avec laquelle il fallait compter, son pouvoir s'étendant bien au-delà des murs du harem. Son influence sur la cour et l'empire était véritablement inégalé, s'étendant à tous les recoins de la vie du palais, des plus petits détails de l'administration quotidienne aux plus grandes affaires d'État. Elle exerçait une immense influence et un pouvoir émotionnel considérable sur son fils, le sultan, agissant souvent comme sa plus proche confidente et conseillère la plus fiable. Un lien forgé au fil d'années de vie et d'expériences partagées. La valide sultan contrôlait fréquemment l'immense fortune royale, y compris les richesses immenses spécifiquement allouées au harem, lui donnant un énorme levier financier sur de nombreuses factions du palais. Ses chuchotements discrets, prononcés dans des chambres privées lors de conversations intimes, pouvaient littéralement changer le cours des nations. Ses conseils stratégiques façonnaient souvent les décisions d'État critiques et influençaient les nominations majeures aux plus hautes fonctions de l'Empire. Elle était une main cachée, guidant subtilement le destin de millions de personnes, mais rarement vue en public. Mais qui protégeait vraiment ce monde caché?
gardant ses secrets les plus sensibles avec un dévouement inébranlable et assurant l'intimité et la sécurité absolue du sultan. Ces rôles vitaux étaient occupés par les eunuques, des hommes qui avaient subi une profonde et irréversible transformation de leur corps. Ce processus douloureux et bouleversant faisait d'eux des gardiens fiables et indispensables du harem et de la vie personnelle du sultan. C'étaient des figures uniques, à part des hommes ordinaires, et entièrement dévoués à leurs devoirs. Ce sacrifice extraordinaire était, paradoxalement, leur plus grande force et le fondement même de leur pouvoir au sein du palais. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur propre famille. Leur loyauté était réputée absolue et inconditionnelle, uniquement dédiée au sultan et à la continuation de la dynastie ottomane. Ils n'avaient pas de lignée à promouvoir, pas d'ambition personnelle qui pourrait trahir la confiance du sultan, ce qui en faisait des gardiens idéaux des secrets les plus intimes et les plus dangereux. Leur profonde perte personnelle, une souffrance profondément intime que peu pouvaient réellement comprendre, fut transformée en une dévotion incontestable et puissante envers l'empire qu'ils servaient. C'était une loyauté que peu d'autres pouvaient égaler. Un engagement né d'une vie à jamais altérée par des circonstances indépendantes de leur volonté. Ils se dédiaient entièrement à leur fonction, devenant une extension de la volonté et de la protection du sultan. Parmi les rangs des eunuques, une figure se distinguait par un pouvoir véritablement immense et une influence significative. Le chef eunuque noir, célèbre sous le nom de Kislar Aha. Il était bien plus qu'un simple serviteur, c'était un formidable gardien, un confident de confiance et un fonctionnaire très influent qui avait un accès direct aux chambres les plus privées du sultan. Ses fonctions quotidiennes le plaçaient au centre même des intrigues de palais et des luttes de pouvoir, faisant de lui une figure centrale dans la machinerie silencieuse de l'Empire. Il contrôlait méticuleusement l'accès au vaste harem impérial, décidant qui pouvait voir le sultan et, chose cruciale, quand. Sa parole faisait loi entre les murs du harem, et ses décisions pouvaient faire ou défaire les ambitions de nombreuses femmes, d'eunuques et même de puissants fonctionnaires d'État. Le Kislar Aha conseillait même les vizirs, qui étaient les ministres d'État les plus haut placés, montrant l'immense profondeur de sa portée politique et de son influence. Un témoignage de sa position de confiance. Il était véritablement le gardien ultime de l'intimité, contrôlant soigneusement qui pouvait entrer dans l'espace personnel du sultan, lui chuchoter à l'oreille et influencer ses pensées et ses décisions. Cela signifiait qu'il pouvait décider quels messages parvenaient au sultan et lesquels étaient retenus, agissant efficacement comme un filtre d'information. Sa position lui conférait un levier extraordinaire, car il connaissait les pensées et les plans les plus privés du souverain. Ses journées étaient un ballet constant d'autorité et d'observation, une danse délicate du pouvoir, où chaque pas était mesuré et délibéré. De la supervision du vaste réseau de serviteurs et de gardes à la gestion de la logistique complexe de la vie quotidienne du harem. Son pouvoir était à la fois manifeste et subtil, ressenti par tous ceux qui l'entouraient. Il était souvent le premier point de contact pour quiconque cherchait à transmettre un message ou une requête au sultan, agissant efficacement comme un filtre et un puissant intermédiaire entre le souverain et le monde extérieur. Cette position centrale en faisait une figure crainte et respectée, capable d'influencer les nominations, les fortunes et même les vies d'un seul mot ou geste. Son jugement était souvent définitif au sein du harem, et ses rapports au sultan avaient un poids considérable, façonnant la perception du souverain à l'égard de son entourage. Il était au courant de tous les secrets, faisant de lui un dépositaire d'immenses connaissances et d'un pouvoir encore plus grand. Au-delà des eunuques, des garçons chrétiens, souvent arrachés à leur famille par un système unique et controversé,
connu sous le nom de Devshirme, servait également le palais, avec un dévouement inébranlable. C'était un processus par lequel de jeunes garçons prometteurs, issus de communautés chrétiennes des terres conquises, étaient recrutés par l'Empire. Ils étaient ensuite convertis à l'islam et rigoureusement formés pour le service de l'État, devenant effectivement la propriété personnelle du sultan et ses loyaux serviteurs, entièrement dépendants de sa faveur. Ce système, bien que rude pour les familles concernées, offrait une voie vers le pouvoir et le prestige autrement inaccessibles dans leur communauté d'origine. Certains de ces recrues du Devshirme, après des années d'entraînement physique et intellectuel intense, devinrent les redoutables soldats d'élite connus sous le nom de janissaires, formant l'épine dorsale de l'armée ottomane. Ces guerriers hautement disciplinés étaient réputés pour leur loyauté inébranlable et leurs formidables prouesses au combat, menant souvent l'Empire à la victoire dans les grandes batailles. D'autres étaient sélectionnés pour le service du palais, devenant de proches serviteurs, pages personnels et accompagnateurs directement auprès du sultan, entièrement liés à sa volonté et à chaque de ses ordres. Leur loyauté n'était pas simplement acquise, elle était, à bien des égards, achetée avec le destin. On leur accordait des opportunités, une éducation et un statut qu'ils n'auraient jamais pu atteindre dans leur communauté d'origine, s'élevant bien au-delà de leurs humbles débuts. Ces jeunes hommes occupaient de nombreux rôles importants et sensibles au sein du palais, servant à l'école de Landerun. L'école du palais qui formait les jeunes hommes les plus prometteurs aux hautes fonctions d'État. Ils apprenaient les langues, la littérature, l'équitation et les règles complexes de la vie de cour, les préparant à des postes influents de gouverneurs, vizirs ou même grands amiraux. Leur éducation était incomparable, les transformant en administrateurs qualifiés et en fonctionnaires loyaux. Au sein de Landerun, les plus fins et les plus favorisés des serviteurs ou pages masculins se trouvaient souvent dans des positions d'une intimité unique avec le sultan. Bien que le terme « concubin masculin » puisse évoquer certaines images romantiques ou sexuelles pour un public occidental, leur rôle concernait principalement la proximité du pouvoir, la confiance absolue et le contrôle complet et incontestable du sultan sur ceux qui lui étaient les plus proches. Ces hommes gagnaient souvent une confiance particulière, un accès inégalé à la vie personnelle du sultan, et devenaient ses confidents et compagnons dans un lien unique. Leur intimité était une démonstration de l'immense autorité du sultan, mettant en évidence sa capacité à commander une profonde loyauté et une dévotion absolue de la part de quiconque se trouvait dans son cercle immédiat, quel que soit leur sexe ou leur origine. Elle symbolisait sa domination totale sur ceux qui le servaient, un pouvoir qui transcendait les normes sociétales traditionnelles. Ces positions privilégiées s'accompagnaient d'immenses responsabilités, car ils étaient au courant des secrets d'État et des vulnérabilités personnelles du souverain. Ils portèrent le poids immense de la garde des secrets royaux, ainsi que des risques significatifs, car leur vie et leurs avenirs étaient inextricablement liés à la faveur capricieuse du sultan. Un mot de travers, une erreur de jugement momentanée ou une confiance mal placée pouvait entraîner une chute immédiate, un emprisonnement, voire une exécution, transformant leur position privilégiée en une position périlleuse. Leur vie était une négociation constante entre influence et danger. Au sein du harem, le jeu silencieux, souvent mortel, de la politique ne s'arrêtait jamais vraiment. C'était une bataille constante et latente pour l'influence, le statut et finalement la survie. Femmes et eunuques, chacun avec leurs propres ambitions, leur réseau d'alliés soigneusement cultivés et leurs peurs personnelles, menaient constamment des guerres d'influence subtiles. Ils utilisaient tous les outils à leur disposition pour prendre l'avantage sur leurs nombreux rivaux. Ils employaient une persuasion habile,
tissant les mots avec soin pour influencer les opinions et obtenir des faveurs. Ils répandaient adroitement des rumeurs intelligentes, semant le doute ou améliorant les réputations pour leur propre bénéfice ou celui de leur faction. Ils forgeaient également des alliances secrètes, souvent temporaires, avec d'autres, comprenant que le pouvoir était rarement détenu seul. Ces alliances mouvantes étaient cruciales pour obtenir des avantages décisifs sur leurs nombreux rivaux, assurant leur survie et leur ascension. Chaque cadeau échangé au sein du harem contenait un message plus profond et codé, compris seulement par ceux qui parlaient son langage tacite du pouvoir. Un bijou précieux spécifique, scintillant d'un sens caché, pouvait signifier une grande faveur ou un avertissement. Un tissu rare et magnifiquement tissé, peut-être choisi pour son motif ou sa couleur, pouvait discrètement demander une action spécifique et urgente ou confirmer un accord secret. Même un plat délicatement préparé, envoyé d'une chambre à l'autre, pouvait communiquer des idées complexes, un signe d'amitié, une menace subtile ou une invitation à une alliance. Ces objets n'étaient jamais de simples présents. C'étaient des signaux codés, soigneusement élaborés dans une lutte de pouvoir complexe et à enjeux élevés où une mauvaise interprétation pouvait avoir des conséquences désastreuses, pouvant potentiellement mener à la trahison ou pire encore. Cette toile délicate et complexe de pouvoir, méticuleusement tissée dans le secret et l'intimité, a considérablement façonné l'ensemble de l'Empire ottoman, influençant sa trajectoire pendant des siècles. Les décisions majeures qui affectaient la vie de millions de personnes pouvaient soit atteindre la notoriété, soit tomber dans l'oubli, en fonction d'une seule relation forgée ou brisée entre les murs du harem. Ces décisions capitales étaient souvent prises loin de tout champ de bataille visible, dans des chuchotements discrets et derrière des portes closes, là où résidaient les véritables architectes du pouvoir. Des mains invisibles, celles de ces femmes et de ces eunuques, guidaient habilement le cours de l'histoire, tirant les ficelles cachées derrière les coulisses des procédures officielles de la cour. Les choix faits au sein du harem concernant les alliances, les trahisons et les appels personnels influençaient qui était nommé puissant vizir, qui était envoyé diriger des armées dans des guerres lointaines, et même comment l'immense richesse de l'Empire était soigneusement dépensée pour des projets et des campagnes. Ces actions avaient souvent des effets à long terme beaucoup plus importants et durables sur l'Empire que toute victoire militaire unique, façonnant son identité même. Ce pouvoir secret, exercé par les femmes, est devenu si incroyablement fort à certaines périodes de l'histoire ottomane qu'il a conduit à ce que les historiens appellent la sultanat des femmes. C'était une ère véritablement remarquable qui a duré plus d'un siècle, où des reines et reines-mères puissantes ont exercé une influence et un contrôle sans précédent sur l'Empire. Pendant cette période, des figures comme Hürrem Sultan et Kösem Sultan ont effectivement régné autant, sinon plus, que tout homme ayant jamais siégé sur le trône, démontrant la portée profonde de leur autorité. Hürrem Sultan, à l'origine une jeune esclave capturée, s'est élevée par pure intelligence et charme pour devenir l'épouse légale du sultan Soliman le Magnifique. Un exploit véritablement extraordinaire, presque sans précédent dans l'histoire ottomane. Son intelligence, sa ruse politique et sa loyauté féroce envers ses enfants lui ont permis de remodeler le rôle du harem et d'influencer directement les affaires de l'État, correspondant souvent elle-même avec des souverains étrangers. Elle fut une pionnière, montrant comment une femme pouvait briser les barrières traditionnelles pour détenir un pouvoir immense, non seulement en coulisses, mais en influençant ouvertement les plus hauts niveaux du gouvernement. Kösem Sultan, autre figure emblématique, est devenue l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire ottomane, servant de régente pour non pas un, mais deux de ses jeunes fils.
Elle a navigué avec expertise dans la politique impitoyable du palais, survivant à des tentatives d'assassinat et à des luttes de pouvoir constantes, pour exercer son influence pendant plus d'un demi-siècle. Son esprit stratégique et sa volonté de faire ont laissé une empreinte indéniable sur la gouvernance et la succession de l'Empire, influençant les nominations clés et guidant la politique à travers des périodes turbulentes, souvent d'une main ferme. Ces femmes formidables, bien que voilées comme il était d'usage pour les femmes de leur temps, portaient métaphoriquement des épées acérées, prêtes à défendre leur position et l'héritage de leur fils. Leur ruse, leur profonde intelligence et leur habileté politique implacable leur ont permis de dominer la cour et de guider l'empire tentaculaire pendant des décennies. Elles ont laissé une marque indélébile et durable sur l'histoire qui continue de fasciner les chercheurs aujourd'hui, prouvant que le pouvoir pouvait être exercé de manières auparavant jugées impossibles pour les femmes dans une société patriarcale. Le harem, malgré ce que de nombreuses histoires occidentales sensationnalistes pourraient bien suggérer, n'a jamais été un simple terrain de jeu pour les désirs éphémères ou les plaisirs simples du sultan. Au lieu de cela, c'était un système hautement discipliné et rigidement structuré, méticuleusement organisé et géré pour atteindre des objectifs spécifiques et vitaux pour la survie à long terme de la dynastie. Son but principal était de maintenir la pureté de la lignée royale, assurant des héritiers légitimes au trône, et d'empêcher activement les rivalités internes et les luttes de pouvoir de déchirer le puissant empire de l'intérieur. Chaque affection partagée, chaque relation formée, chaque naissance survenue entre ces murs avait de profondes conséquences politiques pour l'avenir de l'empire. Les mariages étaient des alliances stratégiques, soigneusement arrangées pour consolider le pouvoir ou forger de nouvelles connexions. Les naissances ne signifiaient pas seulement de nouvelles vies, mais des héritiers potentiels ou de dangereux rivaux pour le trône, exigeant une vigilance constante. Même les rencontres fortuites étaient toutes soigneusement surveillées et enregistrées par les yeux attentifs du personnel du harem, qui rapportait tout à leur supérieur. Ces actions intimes affectaient directement la ligne de succession, la stabilité de toute la famille royale ottomane et l'avenir de l'État lui-même. Il y avait peu de place pour une véritable intimité ou une émotion spontanée lorsque les enjeux étaient si incroyablement élevés et que le destin d'un empire était en jeu. Chaque décision personnelle avait un écho public et politique qui résonnait dans le palais. Les eunuques, dépouillés de leur vie passée, de leurs liens familiaux et de leurs identités mêmes, sont devenus de puissants symboles à la fois d'une loyauté absolue et inébranlable et d'une profonde tragédie personnelle que peu pouvaient jamais comprendre. Ils ont vécu des vies d'immenses sacrifices, dédiant chaque fibre de leur être au sultan et au harem, devenant des extensions de la volonté du souverain. Pourtant, leur position unique et irremplaçable au sein du palais les rendait absolument indispensables au fonctionnement de l'Empire, occupant des rôles que personne d'autre ne pouvait remplir. Ils étaient les confidents ultimes, au courant de secrets que personne d'autre n'osait connaître, entendant les confessions les plus profondes et assistant aux moments les plus privés. Leur extraordinaire proximité avec le sultan et leur accès direct à ses pensées les plus intimes, ses désirs les plus profonds, ses peurs inavouées et ses plans politiques secrets signifiaient que leurs secrets étaient souvent ceux du sultan lui-même, les rendant incroyablement dangereux s'ils venaient à le trahir. Cette connaissance intime et cette position privilégiée les rendaient incroyablement puissants, même sans commandement militaire direct ni titre d'État officiel. Ils étaient les architectes silencieux de l'influence, les chuchoteurs du pouvoir, et leurs conseils, offerts dans des moments calmes, pouvaient subtilement modifier la direction de l'Empire. Ils étaient les messagers de confiance
entre le sultan et sa mère, ses épouses et ses enfants, les rendant vitaux pour la dynamique familiale et les alliances politiques. Il gérait l'emploi du temps quotidien du sultan, supervisait ses besoins personnels, de ses vêtements à ses repas, et agissait comme les intermédiaires de confiance pour les messages cruciaux et les informations sensibles. Leur présence était constante et discrète. Leur discrétion absolue. Ils filtraient les nouvelles, transmettaient les pétitions et facilitaient la communication entre le sultan et sa famille, ses ministres, et même les dignitaires étrangers qui sollicitaient une audience. Cela faisait d'eux les gardiens de l'information et de l'accès. Détenant un immense pouvoir, souvent ignoré par ceux de l'extérieur des murs du harem, mais profondément compris par ceux de l'intérieur. Au XIXe siècle, alors que le monde autour de l'Empire ottoman commençait à se moderniser et à changer rapidement, de nombreux étrangers, en particulier les Européens, ont regardé le harem avec une vision étroite, souvent empreinte de préjugés. Ils ne le voyaient que comme une vision fantaisiste de plaisirs exotiques, remplie de femmes belles et soumises, et d'une vie luxueuse et indulgente, alimentée par des fantasmes orientalistes. Cette vision très romancée et souvent inexacte était fréquemment promue et exagérée par les artistes, écrivains et voyageurs européens, qui projetaient leurs propres fantasmes sur l'Orient mystérieux, ne parvenant pas à en saisir la véritable complexité. Ces observateurs lointains manquaient souvent complètement le vrai jeu politique profond et la toile complexe de stratégie qui pulsait entre ces murs épais. Ils ne parvenaient pas à comprendre que le harem n'était pas seulement un lieu de luxe, mais un véritable centre de pouvoir, de stratégie sophistiquée et de contrôle complexe. Un monde largement mal compris par ceux qui le regardèrent de l'extérieur. La réalité était bien plus complexe, disciplinée et politiquement chargée que n'importe quelle fantaisie occidentale. Un moteur critique de l'Empire. Alors que l'Empire ottoman entamait son processus lent mais inévitable de modernisation, embrassant de nouvelles idées politiques et adoptant des réformes occidentales, le pouvoir unique et informel du harem commença lentement mais sûrement à s'estomper. De nouvelles structures gouvernementales émergèrent, telles que des ministres formalisés et un parlement en développement, qui commencèrent progressivement à remplacer les chuchotements cachés et les influences subtiles du harem. Les décisions étaient désormais de plus en plus prises dans des salles publiques et des réunions officielles du Conseil, et non dans les chambres privées et les corridors secrets du palais, déplaçant le centre du pouvoir. Un silence profond commença à s'abattre sur le monde caché, autrefois animé et incroyablement influent, du harem, sa vie vibrante s'éteignant lentement. Le pouvoir informel et personnel de la valide sultan et des puissants eunuques diminua progressivement, leur influence s'amenuisant à mesure que l'Empire déplaçait son attention administrative vers des formes de gouvernance plus visibles et conventionnelles. Leur capacité à façonner la politique et à faire des nominations céda la place à des processus politiques plus formels et bureaucratiques, marquant un changement significatif et irréversible dans la gouvernance de l'Empire, et une fin plus silencieuse à leur rôle séculaire de discrets courtiers en pouvoir. Finalement, en l'année tumultueuse de 1922, la puissante dynastie ottomane, qui avait duré plus de 6 siècles, prit fin de manière définitive. Le sultanat fut formellement aboli, marquant la conclusion d'une ère. Avec sa disparition, l'institution séculaire et profondément enracinée du harem cessa également d'exister, son but étant révolu. Les femmes, les eunuques et tous les gardiens dévoués quittèrent le palais en silence et avec respect, leur rôle dans l'histoire désormais accompli, leur monde complexe dissous. La grande ère du pouvoir voilé et de l'influence cachée s'est achevée, non pas par une guerre massive ou un soulèvement dramatique,
mais par une paix tranquille, presque mélancolique. Ce fut une fin subtile, poignante et digne à des siècles de grands secrets, de complots chuchotés et d'une profonde influence cachée, clôturant un chapitre véritablement unique et extraordinaire de l'histoire mondiale. Les portes du palais, qui autrefois gardaient tant de secrets et empêchèrent les étrangers d'y jeter un œil, s'ouvrent désormais, invitant chacun à découvrir son passé. Aujourd'hui, le palais de Topkapi n'est plus un monde caché de pouvoir, d'intrigues et de batailles silencieuses. Ces magnifiques salles de marbre, autrefois emplies des pas feutrés des sultans, impératrices et eunuques, sont désormais animées par les pas curieux de touristes du monde entier. Non par des secrets. Les gens traversent ces salles anciennes où des empires furent autrefois façonnés, essayant désespérément d'imaginer les vies et les décisions de ceux qui les ont précédés pour se connecter au passé. Mais malgré l'absence de ces anciens habitants, le poids indéniable de son passé demeure profondément. Lorsque vous traversez ces anciens couloirs, pouvez-vous sentir la présence subtile, les échos persistants, les fantômes de ceux qui y ont vécu, aimé et comploté? Pouvez-vous ressentir les puissantes réverbérations de leurs histoires silencieuses, de leurs immenses sacrifices et de leurs ambitions brûlantes, gravées dans les pierres mêmes du palais? L'air lui-même semble vibrer de récits inédits d'ambition, de loyauté et de trahison. L'histoire du harem impérial est une leçon puissante et durable sur la nature même du pouvoir. Elle nous montre comment le pouvoir se trouve dans des endroits inattendus, comment il est échangé et négocié par des moyens subtils, et comment il peut être caché dans les recoins les plus inattendus et intimes d'un empire. Elle prouve, sans l'ombre d'un doute, que les grands empires durables sont bâtis par plus que de simples armées puissantes, de braves guerriers ou des dirigeants visibles qui siègent sur un trône. Des mains invisibles, opérant dans l'ombre et derrière des portes closes, bâtissent et démantèlent souvent des mondes, façonnant les destins avec une subtile précision. Les batailles silencieuses menées au sein du harem, avec des chuchotements et des regards, avec des alliances et des trahisons, étaient aussi cruciales, sinon plus, que beaucoup menées sur des champs de bataille lointains et sanglants. Ces luttes privées déterminaient la voie même et la survie de l'Empire, souvent avec des conséquences de grande portée qui affectaient des millions de personnes pendant des générations. Le harem lui-même était un lieu de profondes et profondes contradictions, un paradoxe enfermé dans de magnifiques murs. C'était à la fois un refuge sûr pour beaucoup, offrant protection, sécurité et un foyer à ceux qui avaient perdu le leur, mais aussi une prison dorée, offrant prestige et luxe tout en exigeant un immense isolement et une séparation du monde extérieur. En son cœur même, les frontières entre la politique et la passion, entre la stratégie et l'émotion, s'estompaient complètement et parfois disparaissaient entièrement. Où l'un finissait et l'autre commençait vraiment dans cette danse complexe du pouvoir. Où les sentiments personnels servaient souvent des fins politiques. Il est souvent difficile de le dire, car les relations personnelles étaient presque toujours des outils politiques, soigneusement cultivés et maniés avec beaucoup de prudence. Les alliances politiques étaient fréquemment bâties sur une confiance profondément personnelle, des secrets partagés, ou même des rivalités intenses qui alimentaient l'ambition. Cette imbrication complexe et inséparable des vies personnelles et de l'ambition politique définissait chaque instant de la vie entre les murs du palais, en faisant un écosystème social et politique véritablement unique. L'histoire se souvient souvent des grands dirigeants visibles, des guerriers victorieux et des grands événements publics qui ont façonné les nations et sont consignés dans les livres d'histoire. Mais derrière toutes ces figures éminentes et ces scènes dramatiques, se tenait cet empire secret, le harem, opérant à l'insu de tous. Ici, le silence était la forme la plus puissante de pouvoir. Et la survie quotidienne était le prix ultime
et constant pour lequel on se battait chaque jour. C'était véritablement un empire dans un empire, gouvernant silencieusement depuis l'ombre, dictant les destins derrière des portes lourdement gardées, laissant un héritage qui nous fascine encore aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un harem. C'était un moteur caché de l'empire, un monde méticuleusement élaboré de contrôle, de sacrifices profonds et de pouvoirs voilés. C'était un lieu où le destin humain était soigneusement tissé dans le tissu de l'art de gouverner. Si cette histoire incroyable vous a choqué, vous a ouvert les yeux sur un autre type d'histoire et vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, alors aidez-moi à atteindre 1000 abonnés en vous abonnant à la chaîne dès maintenant. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel scandale royal, quelle figure oubliée ou quelle histoire cachée vous voulez que nous découvrions ensuite, tandis que nous continuons à explorer les secrets du passé.